Chers amis, bienvenue à ce deuxième épisode de La Mémoire des Vaincus, une balado qui tente de retracer des pans oubliés de l'histoire de lutte sociale ou politique du Québec. Cet épisode est le dernier d'une série de 2 portant sur le journal socialiste libertaire Rebelle, un journal de combat qui a couvert pendant 12 ans, de 89 à 2001, et pendant 53 numéros, l'actualité des luttes sociales d'ici et d'ailleurs. Le premier épisode nous a amené sur les premiers pas du journal fondé par le collectif Socialisme et Liberté. Nous avons vu que le journal s'inscrivait dans un nouveau cycle de lutte, situé entre la montée de la droite néolibérale des années 80 et celle de la résistance altermondialiste des années 90. Un contexte qui a amené le journal à prôner l'ouverture aux différentes tendances radicales et libertaires présentes au Québec. Dans ce deuxième épisode, nous vous proposons plutôt un portrait des différents débats politiques et théoriques qui ont animé le collectif. Des débats qui, bien entendu, débutent avec l'éternelle tension entre Marx et Bakounine. Marc-André et Jean-Claude nous expliquent. Puis, on a eu un débat. On était supposé avoir des débats théoriques dans les. Okay? Le premier débat, c'était Bakounine ou Marx. Là, il y avait Richard Saint-Pierre, puis il y avait Christian Brouillard. Puis Richard, à l'époque, il était très Bakounine, puis Marx, non. Puis Christian, lui, il disait, ben non, Marx, il y a quelque chose à faire encore avec ça. Fait que ça, c'était le premier débat. Là, tu sentais que. Il n'y avait pas de dogmatisme, là, mais du côté de Richard, il y avait s'il y en a un qui a essayé de construire une voie théorique, puis je dirais aussi idéologique, c'est Richard, qui a essayé de faire de quoi de... Les années 80 sont marquées par la montée historique de la droite un peu partout en Occident. Ce ne sont pas des années de victoire et d'optimisme, bien au contraire. Ce contexte force les militants radicaux à une certaine humilité. Richard, impliqué chez Rebelle dès sa fondation, nous raconte. On s'était tellement fait ramasser des claques à la gueule, de nos certitudes diverses pendant un bon 3-4 ans qu'on était tous fourrés. Okay? Il n'y a personne qui prétendait avoir la ligne juste parce qu'il n'y a personne qui sentait qu'il y avait la ligne juste. Tout ce qu'on sentait, c'est qu'on était anticapitaliste, qu'on tendait assez à être pas mal anti-électoral et bureaucratique, et puis, mais qu'on maintenait une certaine appartenance à l'idée de la lutte des classes. Puis, à cause aussi des particularités de la naissance de différents mouvements sociaux à ce moment-là, évidemment, des choses qui ont toujours été là d'une certaine manière, mais on leur a donné plus d'importance que les générations précédentes, c'est-à-dire l'émergence de la deuxième vague féministe, l'antiracisme, dans la mesure où c'est que Montréal changeait déjà, puis qu'on sentait ces choses-là. À tout le moins, je dirais, une autre chose qui nous unissait, c'était une critique d'un certain nationalisme, ce qui n'empêchait pas certaines personnes d'être plutôt indépendantistes, etc., etc., etc. Finalement, le journal se dote d'une approximation politique, où il se définit comme socialiste libertaire. Extrait. Notre approximation politique. Rebelle est un journal socialiste libertaire. Rebelle est anticapitaliste. Le capitalisme libéral ou d'État, le supposé communisme de l'ex-bloc de l'Est, est un système politique, moral et économique qui condamne l'humanité à l'exploitation et l'aliénation. Il n'y a pas, pour nous, possibilité de réformer le capitalisme pour le rendre meilleur. Rebelle veut contribuer à la construction d'une société basée sur la démocratie directe, la solidarité et l'autogestion généralisée. Rebelle est pour la destruction du patriarcat. Il serait naïf de croire qu'il suffit de mettre fin au capitalisme pour mettre fin à l'oppression des femmes. Bien que le capitalisme alimente, entretienne et se nourrisse du racisme, de l'homophobie, des oppressions nationales et de la destruction de l'environnement, l'ensemble de ces questions constitue autant de fronts de lutte autonome ne pouvant être réduits à de simples contradictions secondaires. Rebelle est pour un Québec laïque. Rebelle
est pour le droit absolu à l'autodétermination des peuples autochtones. Rebelle est pour une indépendance progressiste du Québec. Il n'y a pas de place dans la Fédération canadienne pour l'égalité des langues et des nations. Nous ne croyons pas non plus que les projets de souveraineté des capitalistes Made in Québec puissent apporter une solution à l'oppression nationale des Québécoises et des Québécois, et encore moins pour les Premières Nations. Ce qui relie les militantes et les militants de Rebelle peut être en quelque sorte défini par la négative. En d'autres mots, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Puis tu sais, nous autres, au fond, on est une espèce autour de Rebelle. Le monde qui font Rebelle, plus spécifiquement, il y a quand même des gens qui s'identifient clairement comme libertaires. Mais c'est surtout une constellation de monde qui sont pas autoritaires, ou anti-léninistes. Cette ouverture amène le collectif à sortir des sentiers battus de l'extrême gauche et à traiter de sujets qui ne sont pas seulement économiques. Puis entre nous aussi, c'est très différent. T'as beaucoup, là, t'as tout le monde qui ont fait sociologie à l'UQAM, eux autres, ou Sciences Po, ils ont tous les Marx, ils l'aiment ou ils l'aiment pas, whatever. Mais je dirais qu'ils sont manifestement marxistes, bien qu'ils ne s'identifient pas comme. Puis t'as du monde qui sont manifestement plus en art, mais qui savent pas qu'ils sont, que c'est pas clair dans leur tête. Donc là, se dire socialiste libertaire, ça... Un flou artistique. Qui est pas pire. Ouais. Qui est pas pire, puis qui permet aussi de ramener des questions, là, parce que là, ça nous permettait de ramener la question des rapports entre hommes-femmes. Ça nous permettait de ramener les questions au niveau de l'environnement. Ça nous permettait de ramener la question aussi, là, le truc là, qui nous est bien spécifique, mais qui est d'époque. Ça nous permet de ramener la question de la libération nationale du peuple québécois, comme étant une autre libération nationale parmi les autres qui doivent se faire dans ce grand pays. Oui. Louise, qui a participé au journal pendant plusieurs années, raconte comment la critique traditionnelle de l'État des anarchistes lui semblait trop loin de sa réalité quotidienne. Entre la création d'un État réellement démocratique et la fin pure et simple de l'État, entre le marxisme et l'anarchisme, le cœur de Rebelle balance. C'est pour ça que je me définissais pas comme anarchiste, je trouvais que c'était toujours comme se poser supérieur, puis comme dans une espèce d'angélisme. Moi, c'était plus socialiste libertaire, puis j'étais pas contre l'État parce que je venais d'un milieu populaire où on avait besoin de l'État. C'était comme... Ma mère était sur l'aide sociale à ce moment-là. Je veux dire, j'étais très consciente qu'on avait besoin des services de santé, puis que moi, j'aurais jamais eu accès à l'éducation publique. Puis, fait que j'étais pas... C'était une espèce de, pour moi, une pensée magique de dire qu'on va s'auto-organiser les communautés, on va se fédérer, tu sais, puis tout va bien aller, puis qu'on n'a pas besoin d'État. Puis plus que j'ai vieilli, plus que je me suis dit, non, on a besoin de démocratiser l'État. Puis après, tu sais, j'ai réalisé les droits humains aussi, ce que j'appelle plus les droits humains que les droits de la personne, mais la question des libertés politiques puis des droits fondamentaux, j'ai été aussi sensibilisée à ces questions, tu sais, qui ne sont pas associées à la démocratie libérale, mais même là, je pense pas, parce que souvent, la démocratie libérale ne respecte pas les droits humains, mais pour moi, c'est ces libertés politiques, puis c'est tous ces droits économiques, sociaux, politiques, culturels, c'est quand même un acquis. Ça peut paraître social-démocrate, c'est un acquis auquel je tiens. Fait que c'est pour ça que j'étais vraiment identique comme anarchiste, contre l'État, puis contre tout ce qui peut avoir été un résultat aussi des démocraties libérales. Non, tu sais, comme... Les affinités que le collectif va développer se trouveront beaucoup plus du côté des mouvements sociaux que des structures syndicales ou des partis politiques. Tout nous, on venait pas du monde syndical. À peu près pas, personne. Charles Saint-Pierre. Charles, puis quelques, mais très peu. Puis la plupart, après ça, on a continué plus dans le mouvement communautaire. Mais, fait que, tu sais, ça faisait une différence.
je sais pas si sociologique est un grand mot, là, mais en termes d'horizon, là, c'est pas la même game que ce que d'autres faisaient. Puis je pense que ça a joué. Contrairement au ML, nous, on n'allait pas à la porte des usines ou quoi que ce soit vendre notre journal. Nous, on restait au début des selles, on avait juste des tracts. Oui. Même Rebelle, on ne l'a pas fait. Bon, c'est ça. Puis c'est ça. Fait qu'on vendait entre nous. Ouais. Nous, au sens large, parce que quand arrivait une manif, mettons, syndicale, le 1er mai, ou une manif en solidarité avec ça, on y allait, puis on vendait. Puis on se promenait, puis de toute façon, on était solidaires de la lutte. Mais notre implication dans le milieu ouvrier, là... C'était pas facile. Ouais. Ça ne savait pas que c'était pas facile, on ne l'essayait pas. À part Richard Saint-Pierre qui avait une expérience syndicale, on était bien plus branchés aux mouvements sociaux, groupes communautaires populaires, groupes de défense de droits. On était bien plus ça, là, mais mouvement ouvrier, au monde ouvrier, non. T'sais. La gauche incarnée par Rebelle ne s'intéresse donc pas uniquement aux questions économiques. Elle se préoccupe de plusieurs sujets qui affectent l'ensemble de la société, dont la question écologique. Déjà à l'époque, le journal offre des textes critiques du greenwashing et se positionne en faveur d'un écologisme anticapitaliste. Extrait. Existe-t-il encore des gens qui ne se disent pas verts? Telle une ruée vers l'or, gouvernements et entreprises ont pris le virage écologique. Celles et ceux qui, hier encore, dénonçaient les environnementalistes et les écologistes ne jurent plus que par la protection de l'environnement. Pourtant, même si le gouvernement libéral porte un vernis verdâtre, il ne semble rien faire pour prévenir les pots cassés en matière d'écologie. Si l'État semble avoir peu de respect pour la vie de la population, comment peut-il en avoir pour les autres composantes de notre écosystème? Mais la crise écologique n'est pas encore parfaitement intégrée théoriquement par la gauche radicale. Cela va permettre à certains de se faire une place au sein du collectif qui reste porté par nombre de jeunes intellectuels. Mario explique. Là, moi, j'écoute le monde qui parle super bien, puis moi, ma seule façon de me singulariser, c'est de les emporter sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Je suis très écolo à l'époque. Puis donc, j'ai fait chier avec les gaz à effet de serre qui s'en vient, puis en disant que la contradiction écologique, c'est l'opportunité de faire la révolution sociale. Puis j'avais essayé un petit peu de militer dans le réseau écolo, mais j'ai trouvé têteux. Sauf dans le cadre de lutte concrète. Moi, j'ai travaillé contre Grande Baleine. J'ai été là-dedans, puis des affaires de ma mêle. Mais les réseaux, puis il y avait déjà beaucoup en tout cas les Amis de la Terre de Montréal, puis j'avais été voir, c'était déjà les écolos technocrates qui étaient là. Donc c'était déjà le monde là, qui pensait la gestion des effets de serre par une transition dans le capitalisme. C'est déjà ces gens-là. Donc moi qui arrivais avec le fait que on va mettre des blocs de béton à l'entrée des ponts, pour que les chars ne rentrent pas, ça passait pas. Ça passait pas étrangement. Ça passait pas. Tandis que là, j'étais avec d'autres mondes qui me laissaient délirer. Une autre des causes épousées par le journal est la lutte contre le fascisme et ses déclinaisons. À partir de la fin des années 80, le Québec connaît une forte poussée de l'extrême droite et du phénomène violent qui l'accompagne, celui du mouvement skinhead néo-nazi. Cela force la gauche à traiter plus sérieusement du problème du racisme. Extrait. Dans Hochelaga Maisonneuve, Louise Arel déclare qu'il faut camoufler et même nier les manifestations de racisme parce que ce serait mauvais pour la relance économique du quartier. En jouant à l'autruche, elle n'aide pas la lutte au racisme. Précisons ici que ce n'est pas tout ce quartier qui est raciste, mais quelques individus particulièrement visibles. On peut tenter d'expliquer ces velléités racistes de la façon suivante. Auparavant, ce quartier était un quartier ouvrier et les gens avaient un mécanisme d'identification à leur travail. Maintenant, de nombreuses usines sont fermées. Beaucoup de personnes dépendent de prestations gouvernementales.
La seule façon dont ils peuvent s'identifier, c'est en opposition à ceux qui ont une origine différente d'eux-mêmes. Si on peut être relativement fier d'appartenir à la classe ouvrière productive, on perd le sens de son existence lorsqu'on est membre d'un groupe marginalisé, ballotté dans le labyrinthe bureaucratique des garderies pour adultes que sont les programmes bidons d'employabilité et privé dans les faits d'une grande partie de son autonomie. S'il est une lutte qui reste importante tout au long de la période, c'est bien celle du féminisme. Entre la volonté de traiter de la question femme et du féminisme et la pratique du féminisme au sein du collectif, il y a toutefois quelques distances. Jean-Claude, Christian et Marc-André. Parce qu'au début de Rebelle, c'était pas équitable, mais il y avait quand même plus de filles. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que, oups, il y avait juste une fille dans l'équipe. Et il y a un article qui a été écrit. C'était 6 gars, une fille. Non, 6 gars. Non, la dernière fois, 6 gars, un journal. Est-ce que Rebelle est devenu un boys club? C'est ça. Oui, c'est un peu ça. Et donc, on a lancé un appel parce que notre but n'était pas d'être un boys club. Ça a toujours été quelque chose qui se voulait ouvert en appui au féministe, etc. Parce qu'à l'époque, les gars ne pouvaient se dire féministes. Aujourd'hui, on peut, là. Mais à l'époque, on était en appui au lutte féministe. C'était un allié, puis c'était correct, mais tu peux pas dire féministe. Fait que oui, c'était correct. On a lancé un appel à un moment donné, parce que c'était pas vrai qu'on voulait rester 6 gars. Mais il y avait de la place pour des articles. Le journal oui, tout le temps ouvert aux articles sur le féminisme, mais sur des analyses féministes de sujets d'actualité. Ça. Mario. Là-dessus, on a toujours été déficient. C'est-à-dire qu'on n'a jamais assumé, on n'a jamais pris de moyens pour... c'était un boys club, pour l'essentiel. Oui, il y avait Louise, il y avait Isabelle, il y avait d'autres femmes, mais il reste que, pour l'essentiel, le noyau dur, c'était un club de gars. Puis on ne s'est pas arrêté pour se demander pourquoi, ni pourquoi, ni comment faire pour remédier à la situation, pourquoi c'était un club de gars. On n'aurait pas fait de geste, à part gémir et dire que ça n'a pas d'allure, on n'a pas été cohérent. Absolument pas cohérent, on n'a pas cherché de solution, on n'a pas pris des moyens pratiques. Quand on a fait la relance de Rebelle, à un moment donné, là, on s'est posé plus sérieusement la question pour aller chercher des femmes puis caresses, puis qu'elles assument un rôle de leadership, je veux dire ça de même, là, une fois d'influence importante. Mais c'était un problème à Socialistes et Liberté, ça a été un problème à Rebelle. Beaucoup lié au fait là, qu'une partie des protagonistes de la cheville ouvrière de ce journal-là, c'était des gars célibataires. Donc on imposait un rythme qui était de travail, qui était intenable pour une personne qui avait en charge une famille. Puis j'imagine qu'il y a même eu des hommes qui se sont éloignés de nous à cause qu'on était dans ce beat-là. Puis ça, c'est beaucoup, là, moi, Christian, puis que c'était notre situation. Puis le fait qu'on soit des amis proches, ça faisait comme une espèce de fusion. Puis le fait qu'on avait une culture d'aller boire la bière, puis toutes ces affaires-là, là, ils font que le monde qui ont une vie à part, là, m'était exclu. Ils finissent par se dire, OK, j'ai bien compris que c'est pas ma place. Même si c'était des amis, Louise. Mais j'avais pas envie de me retrouver encore dans un collectif comme ça. Moi, je voulais travailler dans des collectifs mixtes, mais pas majoritairement masculins quand même. Puis là, on s'est retrouvés, je pense qu'il y avait personne qui avait le temps de s'impliquer. Donc, il y avait Mario. Puis je pense qu'on était arrivés ensemble parce que moi, je militais avec Louise Dionne puis Marc Simard, qui est un couple. Nous, on avait tout le réseau de solidarité avec les apatistes et contre le néolibéralisme, en tout cas, tout ce mouvement, ce réseau international que les apatistes essayaient de partir, là, qui n'a pas fonctionné vraiment, mais quand même, on était là-dedans. Fait que je pense qu'on est venus ensemble, ou en tout cas, on s'est retrouvés ensemble. Puis Louise était féministe, puis Marc, c'est ça, c'était un allié, on va dire. Mario, c'était un allié. Puis Marc-André Houle était là. Moi, j'étais en couple avec Marc-André à ce moment-là. Je sais pas si c'était avant, pendant, je me souviens plus trop, mais... Et là,
c'était un collectif, puis des gens qui tournaient autour un peu pour les corrections, la distribution, tout ça, les soirées bénéfices, où ça buvait de la bière pour payer le journal, essentiellement. Là. Mais là, j'avais un groupe affinitaire. Puis là, j'ai trippé. Ben oui, là, c'était correct. C'était vraiment parce que on était presque en nombre égal, puis on était 2 féministes, on avait de l'expérience. Je veux dire, là, on est 10 ans plus tard, pratiquement. Là. Moi, j'ai plus d'expérience politique. On discute, on débat, puis on est plus outillés. Moi, je me sens plus outillée aussi pour prendre ma place aussi. Puis je pense que les personnes donnent de la place, laissent aussi la place. Là, c'était vraiment le fun jusqu'à ce qu'on mette à mort le journal, qu'on prenne cette décision-là parce qu'on était fatigués. Comme on l'a déjà vu, ce qui distinguait Rebelle des autres groupes d'extrême gauche, c'est sa position sur l'indépendance du Québec. Jean-Claude nous explique comment cette position l'éloigne des groupes marxistes-léninistes. Si on fait référence au début du texte que tu viens de lire, l'égalité des langues et des nations, ça fait carrément référence au Mao, qui, eux, se disaient l'indépendance, ça n'a pas de sens, parce que dans le fond, ce qu'il faut, c'est l'égalité des langues et des nations. On les visait strictement. Et, évidemment, l'anticapitalisme puis la bourgeoisie québécoise, de la marde, c'est pas leur affaire qu'on veut, mais de mettre aussi que de concrétiser le fait que pour nous, les peuples autochtones ont leurs droits propres. Ça aussi, c'était pas courant, parce que oui, il y avait eu 1990 au cas, mais je vais dire quelque chose qui peut paraître un peu... mais tu sais, c'est comme une parenthèse dans les luttes et les droits autochtones, parce qu'en dehors de ça, on n'en parlait pas beaucoup. Mais nous, c'était important que... Tu sais, autant les luttes des femmes autochtones, l'environnement, tout ça faisait partie de notre grand ensemble, de notre... pas mouvement, mais de notre journal. Extrait. La société canadienne, qui s'est construite sur la négation des droits nationaux des Amérindiens, Amérindiennes, Inuits, Acadiens, Acadiennes et Québécois, Québécoises, a produit tout au long de son histoire des groupes qui affichaient des sentiments xénophobes et racistes. Présentement, ces tendances ont commencé à prendre une ampleur nationale. On pense ici à l'Alliance for the Preservation of English in Canada, APEC, une organisation nationale dont le but avoué est de protéger la langue anglaise de son pire ennemi, le français. Dans une vidéo produite par l'APEC, on a pu entendre l'auteur Chuck Andrews déclarer « Nous avons besoin du Canada français et des Canadiens français autant que nous avons besoin du virus du sida. » Incident isolé? Si on prend en considération les événements de Sault-Sainte-Marie et de Thunder Bay en Ontario, on perçoit mieux l'ampleur du chauvinisme anti-français dans l'ensemble du Canada. Par ailleurs, les propos tenus par le Equality Party dénonçant le traitement fait au Québec envers la minorité anglophone, supposément plus maltraitée que la minorité franco-ontarienne, montrent quel serait le véritable coupable, le Québec. Un journal de l'ouest de Montréal, le Suburban, a d'ailleurs comparé le Québec à l'Allemagne nazie. Le Québec, avec la loi 101, serait un territoire non démocratique dans un Canada si tolérant. Mario précise comment cette position était nuancée et qu'il proposait une version de la libération nationale qui n'était pas celle de la bourgeoisie et du Parti québécois. Moi, je crois qu'à l'époque, on était une singularité. Puis, au fond, on est le seul, à part des indépendants, je pense qu'on est pas mal tout seul à dire, de l'enjeu de la libération nationale du peuple québécois, ça peut apporter du progrès, mais même c'est plus que ça peut, c'est nécessaire. Si on veut sortir du marasme
la société autoritaire dans laquelle on est, puis l'aliénation dans laquelle on est, ça passe par la libération nationale du peuple québécois. On s'entend que, comme moi, puis j'imagine que mes camarades aussi, on a été abreuvés par les discours de libération nationale progressiste. Hein? On s'entend qu'il n'y a pas longtemps, pas si vieux que ça quand même, quand tu faisais ta libération nationale, c'était contre l'impérialisme et contre ta bourgeoisie. Ça allait de soi. Parce que la bourgeoisie en soi, ta bourgeoisie locale, elle opprime ton peuple, donc tu veux te libérer, hein? Libération. Puis de toute façon, elle était au service de l'impérialisme. Inévitablement. Les influences du groupe n'étaient donc pas celles du nationalisme conservateur, mais de l'anticolonialisme et de l'anti-impérialisme. Leur vision était donc en lien avec celle des luttes historiques des années 60 au Québec. À moins d'être complètement à droite, vraiment contre l'indépendance du Québec, puis etc., tu te laisses influencer par FLQ, Parti pris, tout ça, à moins que tu n'aies jamais lu ça, là, mais oui, on est touché par ça. J'avais 10 ans, moi, lorsqu'il y a eu la crise d'octobre, mais c'est clair que ça m'a marqué parce que c'est la première fois, quand ils ont lu le manifeste à la TV, évidemment, je ne comprenais pas tout, mais c'est la première fois qu'un texte politique lu me parlait. Parce que quand tu entends le requin, machin truc, le chien de, puis pour reprendre un terme qu'on n'a pas le droit de dire aujourd'hui, mais la tapette à Trudeau, on comprend ce que ça veut dire, même si tu as 10 ans, mais quelqu'un qui est plus ou moins lettré puis qui a 42 ans, il comprend aussi. Dans le fond, le texte, il dit « Hey, ma gang de tabarnak, arrêtez de nous crosser. » C'est ça que ça dit. Lors du référendum sur la souveraineté du Québec de 1995, le collectif ne prend pas de position unanime. Puis aussi, c'est parce que là, on a eu le plaisir et le déplaisir de travailler avec, je sais pas, le dernier référendum, là, 95, oui, donc on est passé au travers. As-tu 95, on n'était pas d'accord. Tu avais du monde comme moi qui défendait l'abstention ou l'annulation, puis tu avais du monde qui appelait à voter oui. Et on a donné à ces deux pôles-là l'occasion d'être présents dans nos pages. Extrait. Ça y est, la campagne référendaire est commencée. La plupart des indépendantistes progressistes se résigneront à graver un oui en réponse à une question terne. Question qui très probablement invitera à une espèce de fédéralisme renouvelé fade. C'est l'absence de saveur, de désir qui caractérise le débat souverainiste. Peu d'idées, peu d'idéaux, pas de projets autres que des chiffres mal alignés sur les avantages ou les inconvénients économiques d'un Québec souverain. Démonstration qui tient plus de la gestion d'un dépanneur que de la construction d'une société quelque peu distincte de la jungle du libre marché. Il faudrait se résigner à dire oui et endosser un rêve de boutiquier. Il faudrait dire oui pour ne pas renforcer le camp du non, ce non qui défend l'ordre établi, qu'il soit culturel, social, économique ou constitutionnel. Le problème avec le oui, c'est qu'il ressemble plus à un nouveau statu quo qu'à un début de changement. Définitivement, il existe d'autres choix que de cocher oui ou non. Il est toujours possible de défendre le droit à l'autodétermination du peuple québécois et de tous les peuples sans accepter cet ersatz d'indépendance. Plus que jamais, il n'y a que des réponses sociales aux questions nationales. Certains trouvent que la ligne politique sur la question nationale était plutôt floue et que les temps ont bien changé. Même à l'intérieur du collectif, la question s'est mise à prendre de moins en moins d'importance. Nous, quand on en parle encore aujourd'hui, on part à rire. On éclate de rire, puis avec Mario, puis parce que on en rit tellement, parce que c'était flou, la ligne, on a toujours été consciente, puis on en riait de ce flou de la ligne politique de Rebelle par rapport à l'indépendance. Moi, j'étais
pas dans cette période-là où il y a eu des discussions. Moi, je suis arrivée par la suite, puis on n'abordait même plus la question nationale par la suite. Dans toute la période, on n'a jamais rien publié. Mais il y a une période où j'étais pas là, et c'est là, je pense, qu'ils ont eu des débats. Fait que nous, on n'en parlait même pas. T'sais, c'était comme... Parce qu'on était en 97, là, tu sais. Mettons 96. Plusieurs d'entre nous, tout le monde dans cette mouvance-là, en tout cas des anciens celles, de rebelles, moi je pense, en tout cas, plusieurs ont annulé leur vote parce que, tu sais, c'était qui était au pouvoir au PQ, je sais pas, c'était Parizeau, en plus. C'est ça, c'était, tu sais, puis avec une ligne politique qui convenait absolument pas, tu sais, qui était néolibérale. Pour nous, déjà, c'était néolibéral, tu sais, puis on pouvait pas avoir un Québec indépendant avec un projet néolibéral, tu sais, on s'en... Mais on était... Oui, on reconnaissait quand même une nécessité de l'indépendance, mais c'était pas bien articulé, tu sais, par rapport surtout aux Autochtones, aux nations autochtones, comment est-ce que cette relation devrait être établie. On n'avait aucune réflexion. Et puis, mais oui, il y avait cette reconnaissance d'une indépendance, tu sais, progressiste qui devrait exister avec un projet progressiste, mais pas dans la conjoncture. Donc, dans la conjoncture, on s'abstient de voter. Si après le référendum, la question nationale soulève moins les passions, le mouvement altermondialiste monte en popularité. Les contre-sommets critiquant la mondialisation néolibérale se multiplient partout dans le monde et le Québec n'y échappe pas. Ici, c'est la CLAQ, Convergence des luttes anticapitalistes, qui va fédérer cette lutte en organisant les manifestations contre le Sommet des Amériques à Québec en 2001. Un sommet qui réunit l'ensemble des pays d'Amérique dans le but de promouvoir le néolibéralisme à l'échelle mondiale. Les protestations contre ce sommet, sans l'ombre d'un doute, sont à compter parmi les moments forts de cette période historique. Il pousse les militantes et les militants de rebelles à travailler avec des gens des autres tendances politiques. Louise explique le processus qui mène aux grandes manifestations anticapitalistes de 2001. Puis à un moment donné, plus tard, après mes expériences à Rebelle, j'ai trouvé on jugeait très facilement et très vite. Parce qu'il y a du monde qui se retrouvait dans ces mouvances-là avec qui on avait beaucoup d'affinités finalement. Puis on s'est retrouvés à la CLAQ notamment, à travailler avec des gens qui étaient dans des groupes qui étaient comme bannis par mes compagnons de rebelles ou DSL, tu sais, qui étaient comme non, on collabore pas. Mais moi, je me suis retrouvée dans certaines luttes par la suite, puis où j'ai vu qu'il y avait des alliances possibles, on pouvait travailler ensemble, même si, tu sais, on partageait pas la même vision, mais finalement, on était capable de travailler ensemble, puis il fallait s'allier parce que le néolibéralisme, il se renforçait, tu sais. Puis à l'intérieur de la CLAQ, là, c'était pas comme t'as-tu la ligne juste, là, tu sais, c'était vraiment, il y a eu des gens de différents, des sociodémocrates, des anards, des socialistes libertaires, il y a des marxistes-léninistes, il y a eu des trotskistes, il y a eu, tu sais, on s'est tous mis ensemble, là. Puis là, il fallait juste comme s'organiser. Pas de débat à faire sur comment, tu sais, c'est Trotsky ou Bakounine, c'est qui avait, tu sais, bon, qui a fait quoi et comment. C'était pas ça, là. Alors qu'il y a eu de ça dans une période peut-être plus calme, ils pouvaient se permettre ça. Mais nous, c'était comme, non, là, on s'organise, comment qu'on va faire, surtout dans le monde de Québec, comment on va y nourrir, comment on va coucher, comment on mobilise, où est-ce qu'on trouve l'argent. Qu'est-ce qu'on va, comment, tu sais, puis on sentait qu'on avait une responsabilité. Fait que là, on s'est mis ensemble, beaucoup. Bon, il y a eu tellement des tensions. Puis là, il y avait des anards plus jeunes que nous autres qui nous disaient, tu sais, vous êtes trop réformistes, tu sais, il faut, tu sais, vous allez pas assez loin, tu sais, comme vous, c'est trop bon, tu sais, puis eux autres, ils voulaient pas s'allier avec nous autres parce qu'ils nous trouvaient, c'est comme trop têteux, tu sais, je sais pas, alors que, bon, c'est quand même historique, quand on regarde après l'histoire, tu sais, on voit que, quand même, tu sais, on a quand même fait ce qu'on avait à faire dans le mouvement anti-mondialisation. Tu sais, moi je pense qu'on a bien assuré. Après 12 ans de journalisme de combat, certains et certaines commencent à passer à autre chose. Les visions changent et les expériences ouvrent de nouvelles voies. Malgré tout, les membres de rebelles auxquels on a parlé ne regrettent rien. Bien au contraire, ils ne se sont pas du tout assagis avec le temps. Je peux écrire, je veux essayer plus d'être impliqué dans les luttes. Tu sais, puis que ces analyses-là qu'on écrit, ils peuvent se faire à l'intérieur des mouvements de lutte.
Et puis, oui, puis un certain malaise aussi à un moment donné avec cette espèce de, de position de surplomb, par rapport pour les groupes communautaires, sur... Bon, on les critiquait beaucoup parce qu'ils étaient dans la logique de service versus, défense de droits, éducation populaire, non. Puis après, les syndicats, parce qu'ils étaient trop réformistes dans le partenariat, non. Mais tu sais, cette logique de surplomb, moi, avec l'expérience, à un moment donné, je me disais, c'est facile, quoi. C'est facile. Ouais. Non, moi, je pense Richard. Je pense que je suis même approfondi ma critique du capital, approfondi aussi ma critique du militantisme sous certaines formes, approfondi ma critique de la social-démocratie, approfondi ma compréhension générale du fonctionnement du capitalisme. Et autant je regrette des gestes, autant je peux pas renier ce que j'ai fait. Je l'ai fait, puis je l'ai fait avec du monde. C'est que s'ils se sont trompés, je me suis trompé avec les autres, puis inversement, tu sais. C'est ça. Non, sur ces questions-là, j'étais un militant de classe, OK? Et donc, ça veut dire ça que, tu sais, quand on parle, souvent on va employer le mot camarade un peu n'importe comment, là, mais tu peux être pas ami avec une personne, mais c'est ton camarade pareil. Il faut qu'il en fasse une hostie grosse avant que c'est plus ton camarade, là. C'est que même si je les vois plus, probablement que toutes les personnes à qui tu as parlé, probablement que je les considère toutes comme des camarades. Puis, si le destin ferait en sorte qu'il y avait un mouvement important qui soulèverait, on pourrait peut-être retravailler ensemble. Peut-être. Si je t'encourage. Jean-Claude, Christian et Marc-André. Je suis encore dans l'esprit de rebelle. Je renie pas ce qui a été fait, je renie pas ce que j'ai écrit. Évidemment, je suis pas d'accord avec tout, parce qu'à un moment donné, on évolue. Mais globalement, là, pour moi, je renie pas, c'est pas juste que je renie pas, je suis fier en tabarnak de qu'est-ce qu'on a fait, parce que moi, c'est la chose à laquelle je suis le plus fier d'avoir fait dans ma vie, c'est d'avoir collaboré au Journal Rebelle, de faire partie de cette équipe-là, parce que je trouve que c'est une belle affaire. Puis une des raisons pour lesquelles ça a duré aussi, c'est que avant ou pendant, on est devenus, pas tout le monde, mais des amis. Ouais. Donc, ça aide ça aussi parce que on finit par se comprendre, puis quand t'aimes quelqu'un, tu peux plus jouer, en tout cas. Moi, anecdote, on s'est quand même tapé ses nerfs royalement. Il fallait que l'amitié soit là. Ah oui! Il y a eu des moments plus durs que d'autres. C'est ça. La fatigue aidant, puis tout le produisant. Il y a eu ces moments-là. C'est arrivé. Pour conclure cet épisode, nous vous laissons sur une synthèse proposée par Mario. Il nous offre une réflexion sur les limites des débats théoriques face à l'impératif beaucoup plus important d'apporter un changement concret et matériel dans la vie des gens. La théorie, ça nous permet d'essayer de comprendre, puis souvent ça nous empêche de comprendre, mais ça nous permet quand même, parce qu'il faut bien avoir des outils pour essayer de comprendre le réel, mais il faut s'intéresser aux luttes que les gens mènent, puis il faut s'intéresser aux luttes, comment qu'ils mènent. Puis on s'en calisse que ça suit ou pas la ligne du parti ou la ligne théorique. C'est juste que là, il faut raffiner notre théorie, changer notre ligne de pratique. On veut faire, si on veut changer la vie, on va le faire avec les gens, avec le monde. Puis